Alors, Patrice Mirand, merci d'accepter de participer à cette entreprise qui est la mienne et qui est un documentaire dont le titre provisoire, comme je te l'ai indiqué, est « Est-ce que Vence et Jérusalem ont quelque chose à se dire ?» Et je pense effectivement qu'à Vence, il y a un certain nombre de personnes qui, à des titres divers et compte tenu de leur activité présente ou passée, ne se considèrent pas comme étrangers, disons, vis-à-vis de ce problème. Je pense que tu fais partie des gens, justement, qui s'intéressent à ce problème. Et c'est en ce sens, évidemment, que je suis heureux de t'interroger. Alors, ma première question, elle est toute simple, hein, c'est que, en qualité d'ingénieur écologue, tu connais bien cette région. Et je constate simplement, si je peux, sans pédanterie, que dans le mot écologue, il y a le mot oikos, c'est-à-dire maison. Ouais. Et Jérusalem, quelque part, c'est un peu notre maison aussi. Donc, est-ce que tu penses que nous avons des chances d'assister à l'élaboration d'une situation où les différents peuples qui, à des titres divers, mais chaque fois de façon assez légitime, revendiquent une sorte de droit de présence, je ne dirais pas de droit de propriété sur cette ville, que ces différents peuples arrivent à s'entendre. Voilà ma question qui est un peu générale, un peu naïve, je t'en demande pardon. Mais... Non, elle n'est pas naïve. Et je pense qu'effectivement, la question, elle vaut la peine d'être posée comme ça. Et pas sur la base d'une approche trop géopolitique et trop classique, comme on a souvent tendance à le faire quand on parle du Moyen-Orient. Alors tu as dit le mot, effectivement, présence multiple, partagée, présence commune aussi, puisque bon, ça fait quand même un certain nombre de centaines d'années que cette région du monde héberge des civilisations différentes et communes, hein, pourtant. Et moi je crois que le mot qui convient le mieux à cette région du monde, si on veut imaginer un avenir commun à cette région, c'est le trait d'union justement entre Vence et Jérusalem. Et c'est quoi ce trait d'union? Qu'est-ce qui caractérise en fait, pour un écologue, qu'est-ce qui caractérise le plus la similitude entre ce qu'il y a au Moyen-Orient et ce qu'on a ici? C'est Mare Nostrum, la Méditerranée. C'est ça, j'allais dire, à la fois la bonne approche, et c'est ça en même temps l'espoir quelque part d'une coexistence possible, hein, entre les différents peuples qui occupent cette région du monde. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit, la Méditerranée, sur cette région du monde? Bon, évidemment, elle nous renvoie d'abord à des réalités qui ne sont pas toujours réjouissantes, hein. Elle renvoie à des choses qu'on connaît bien ici d'ailleurs, hein. Parce qu'ici on est entouré d'endroits qui portent la marque de ce qu'est la civilisation méditerranéenne à la base. Une civilisation méditerranéenne, on manque d'eau, on manque de terres arables, on apprend à gérer la rareté, on apprend à gérer en même temps les contraintes de ce climat, hein, un climat sec, aride, hein, mais qui en même temps a des sautes d'humeur très fortes. Et retourne-toi autour d'ici, hein, et tu verras que quand tu vois ce qu'il y a sur le mont des Oliviers, en termes d'occupation initiale du territoire et ce que tu as sur nos collines ici, tu as des tas de ressemblances. Hein, une agriculture qui se fait en terrasse, qui justement économise tous les éléments naturels qu'elle mobilise, hein, et qui délivre un certain nombre d'enseignements. Hein. Alors ces enseignements, ils doivent dicter effectivement ce qui est la clé en fait pour tout simplement, tu parlais de coexistence entre différents peuples, moi je dis qui conditionne toute présence humaine dans cette région du monde. Hein. Et alors c'est quoi ces leçons? Ces leçons, c'est d'abord un fait qui est fondamental, hein, ressources limitées, territoire restreint, contraint. Hein. Israël, quand on pense à Israël, qui a la taille d'un gros département français et qui héberge quand même à l'heure actuelle près de 6 millions d'habitants, hein, on a déjà une idée quelque part des données du problème. Hein. Mais ici, toute proportion réduite, on a un peu une situation qui ressemble. Alors évidemment, on n'a pas le problème géopolitique, mais qui a tendance à tout occulter. Hein. Alors qu'en réalité, il est une dimension du problème. Mais on a des similitudes avec ça. On a une bande littorale qui est très réduite aussi, où on s'entasse
énormément de population et où d'ailleurs, tout comme au Moyen-Orient, on accepte une perspective démographique qui est impressionnante, hein. Moi je crois que le grand message qui nous vient du fond des âges, aussi bien au Moyen-Orient qu'ici, c'est d'essayer de renouer avec notre identité méditerranéenne. J'ai appris récemment, je pense que c'est une information qui t'est parvenue aussi, qu'il y a un certain nombre de scientifiques, de savants, qui indiquent que dans les 20 ans qui viennent à peu près, à l'échelle de 20 ans, on aura trouvé une technique qui permettra d'exploiter l'énergie solaire d'une telle façon, avec une telle efficacité, que l'homme n'aura plus besoin d'autre énergie que de l'énergie solaire. Et tout d'un coup, lorsque j'entends ça, je me dis que si vraiment l'homme a la force de trouver dans le soleil, disons, la possibilité de se chauffer, de faire tourner toutes les machines, de tout faire finalement pour répondre aux besoins de l'homme d'aujourd'hui, qui effectivement est moins frugal que l'homme du Moyen-Âge, est-ce qu'à ce moment-là, ça ne déplace pas un petit peu le problème d'un respect respectable, mais d'un respect, disons, des données actuelles du décor? Le décor méditerranéen, c'est vrai qu'il a des contraintes qui se sont exprimées, qui ont été surmontées par les Méditerranéens, mais qui vont peut-être, ces contraintes vont peut-être évoluer et vont peut-être changer. Et peut-être un jour, Beyrouth comme Jérusalem pourront être des villes très peuplées, mais vivant, grâce à l'énergie solaire, vivant de façon non pas artificielle, mais de façon normale, disons, malgré leur surpopulation. Alors, d'abord, je crois que là, on est vraiment au cœur de ce que j'appelle un peu l'illusion scientiste, hein. C'est-à-dire que on veut pas effectivement, enfin on pense que quelque part le mode de vie qu'on a aujourd'hui, on ne va pas le toucher, et que globalement la crise écologique dans laquelle on est, elle va se résoudre par la trouvaille géniale qui permet en gros de passer la crise sans à-coups. Alors je suis quand même pas mal les évolutions technologiques en matière de solaire. Le problème, dans la théorie effectivement, c'est vrai que on a tous le projet, notamment celui d'ailleurs qui consiste à approvisionner l'Europe à partir de grandes paraboles solaires placées au cœur du Sahara, qui alimenteraient l'Europe en électricité et qui du coup nous permettraient de solutionner tous nos problèmes de gabegie énergétique. Le problème, c'est que pour le moment, d'une part, l'électricité, on a un gros problème avec l'électricité, qu'elle soit solaire, nucléaire, hydraulique, etc. C'est pas tellement un problème de production d'électricité, c'est un problème double de transport et un problème de stockage. Puisqu'à l'heure actuelle, on ne sait pas stocker l'électricité, donc même si on a une capacité de production qui est très très forte et très propre, une fois qu'on l'a produit, l'électricité, il faut l'acheminer jusqu'au consommateur. Mais à supposer même que tous ces problèmes techniques soient résolus, qu'ils soient résolus. Est-ce que la solution au problème de l'humanité, même, parce que là, la question que tu soulèves, elle est même au-delà du Moyen-Orient et de la Méditerranée. Tout à fait. Est-ce que la solution, le progrès de l'homme, quelque part, ça consiste à dire, je veux surtout pas toucher à ma dépendance à la consommation, je veux continuer comme je suis, parce que globalement j'ai la capacité technique de le faire? Ou est-ce qu'au contraire, le progrès de l'homme, quelque part, ça consiste pas à essayer d'être moins aliéné à la consommation que ce qu'il est aujourd'hui? L'histoire des 20 siècles qui viennent de s'écouler prouve bien que cette Méditerranée, elle a permis à ces gens de différentes religions et de différentes origines de cohabiter de façon heureuse, que ce soit dans l'Espagne du Moyen-Âge, que ce soit dans le Maroc des 10 derniers siècles, que ce soit même d'ailleurs dans les pays du Moyen-Orient. Dieu sait s'il y a eu un grand nombre de communautés où juifs et arabes s'entendaient magnifiquement. Donc je pense effectivement que
la civilisation méditerranéenne est une chance. Maintenant, comment faire en sorte que cette méditerranéité, si j'ose dire, permette de créer la paix à court terme entre ces gens qui, d'ailleurs, tu le sais aussi bien que moi, ne souhaitent qu'une chose, c'est la paix, justement. Ce sont des minorités qui brandissent les étendards guerriers. Ce sont des minorités, mais malheureusement, ce sont ces minorités qui, aujourd'hui, semblent avoir non seulement voix au chapitre, mais semblent diriger. On a le sentiment que ce soit du côté israélien que du côté arabe, et même lorsqu'on regarde ce qui se passe dans le monde, on a vraiment l'impression que ce sont les points de vue extrémistes qui empêchent finalement une bonne gestion de la construction de la paix dans ce pays. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tout à fait, mais je vais poursuivre plus loin ce que j'ai commencé comme raisonnement. À l'heure actuelle, on en est au début des problèmes que j'ai évoqués tout à l'heure, aussi bien sur l'eau, que sur les sols, que sur l'air, que sur la congestion urbaine, etc., etc. Pour le moment, par un certain nombre d'artefacts techniques en particulier, on a réussi à retarder le moment où les révisions déchirantes des modes de vie et des politiques menées aussi bien du côté israélien que du côté arabe va intervenir. Et d'ailleurs, l'aide internationale n'est pas totalement exempte de responsabilité, parce que c'est grâce à l'aide internationale jusqu'à maintenant que globalement, aussi bien Israël que les territoires palestiniens, quand je dis l'aide internationale, c'est pas seulement les donateurs internationaux, c'est aussi l'argent de la diaspora juive, etc., etc. Dans un sens large je parle, mais c'est quand même ces apports financiers et techniques extérieurs qui ont permis de manière tout à fait artificielle de reporter le moment où on se posera la question de savoir tout simplement comment on mangera, comment on boit, quelle eau on boira, et comment on évitera les glissements de terrain, les inondations à répétition, les tempêtes de sable, etc., etc. C'est ça, l'avenir à relativement court terme maintenant de cette région du monde, c'est ça, si on changerait dans les trajectoires suivies par ces pays. Donc moi, qu'est-ce que je fais comme pari? Je pense que ces problèmes vont être largement prédominants à relativement court terme par rapport aux histoires de savoir à qui appartient Jérusalem-Est, est-ce que les colonies juives ont le droit de continuer à prospérer en Cisjordanie, etc., etc. Parce qu'il s'agira de survie, tout simplement. Donc, autour de ces problèmes, quel est l'enseignement de la méditerranéité et du bon sens, tout simplement? C'est qu'effectivement, on ne peut pas assécher les nappes phréatiques, on ne peut pas imaginer sauver les nappes phréatiques du Jourdain, la mer Morte, le lac de Tibériade, etc., etc., sans une gestion commune des ressources, partagée. Et pour avoir une gestion partagée, une gestion commune, il faut mettre sur la table et discuter. Et imaginer des modes de gestion communs. Et moi, j'y crois beaucoup à ça. Je crois qu'il faut gérer de manière patrimoniale toutes les ressources naturelles communes qui existent dans la région.